Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information à la sauce estivale. Nous sommes le lundi 29 juillet 2024. Vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et la ferveur populaire, Le Média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Mais nous ne lâchons pas le combat et nous engageons un recours. Après le renouvellement de CNews, 6 chaînes sur 15 au groupe Bolloré ou encore l'arrivée de Réel TV, chaîne du milliardaire Kretinsky, nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Vous rêvez d'une autre info sur la TNT? Nous aussi. C'est parti pour le Flash Info. Mais qui veut faire du mal aux Jeux Olympiques? Pour Gérald Darmanin, la réponse est simple. C'est l'ultra-gauche, à commencer par les sabotages de lignes SNCF vendredi dernier. Pour l'instant, aucun responsable des événements n'a été retrouvé, mais un individu, attention, soupçonné de planifier de nouvelles dégradations, a lui été interpellé hier. Cet homme a été identifié comme un militant d'ultra-gauche et fait aggravant, avait avec lui un livre de Romain Huet, Le vertige de l'émeute de la ZAD aux Gilets jaunes. Aucun lien, cependant, avec les actions de vendredi n'a pu être établi. À côté de cela, Darmanin explique avoir identifié un certain nombre de profils qui auraient pu commettre les sabotages. Des sabotages, je cite, volontaires, très précis, extrêmement bien ciblés, qui ne laissent pas de place, selon l'ancien locataire de Beauvau, au doute. De même pour les syndicats de police qui, quand il s'agit de trouver des coupables à gauche, n'hésitent pas à partager des éléments de l'enquête. Du pain béni donc pour l'extrême droite qui appelle à une nouvelle fois à la dissolution de mouvements d'extrême gauche et aux chroniqueurs de CNews qui remettent la faute sur la gauche, elle tout entière. Encore une fois, je ne vise aucun groupe activiste, etc., puisqu'on n'en sait rien. En revanche, il y a un climat depuis 2 semaines. Oui. Il y a un climat où vous avez des responsables politiques qui appelaient à faire pression sur le président de la République pour nommer une candidate unique à Matignon. Vous avez des syndicats qui ont appelé à des actions pendant ces Jeux Olympiques. Vous avez des gens qui disaient « pas de démocratie, pas de JO ». Alors après les dangereux saboteurs d'ultra-gauche, ce sont les monstrueux activistes d'Extinction Rébellion et de Saccage 2024 qui sont soupçonnés de vouloir saboter les Jeux Olympiques. 45 d'entre eux ont été interpellés samedi 27 juillet, avant une marche pacifiste contre les JO. Mais ce n'est pas tout. Tout au long de la semaine dernière, des militants d'Extinction Rébellion ont été réprimés aussi bien pour des soupçons de préparation d'action que des collages de stickers anti-JO. Cette criminalisation a évidemment été soutenue ce matin une nouvelle fois par Gérald Darmanin qui parle là encore d'actions de sabotage et de contestation radicale. L'avocat d'Extinction Rébellion Alexis Baudelin répond à ces accusations. Je trouve que c'est effectivement un parallèle très dangereux que de considérer que toute action qui viendrait de militants de gauche qui porteraient un discours de contestation des Jeux Olympiques, de ce que ça implique ces Jeux Olympiques, d'assimiler ces expressions-là à effectivement une forme de terrorisme et de sabotage, c'est un discours qui est extrêmement dangereux, d'autant plus dans une démocratie. Il y a un climat de répression dans le contexte des Jeux Olympiques qui est inquiétant et qu'on se doit aussi de dénoncer. Un énième retournement de veste de Gérald Darmanin qui s'attaque encore une fois à la gauche, cette même gauche qui lui a permis de gagner à Tourcoing face à l'extrême droite lors des dernières législatives, on s'en souvient. On part maintenant au Venezuela où s'est jouée dans la nuit l'élection présidentielle. Malgré des sondages sensiblement favorables à l'opposition menée par Edmundo González, c'est bien Nicolás Maduro, le président sortant chaviste, qui sortirait vainqueur de ce scrutin. Avec 52,1% des suffrages exprimés, il devance son opposant qui recueillerait quant à lui 44,2% des suffrages. Maria Corina Machado, qui dirige l'opposition bien qu'ayant été déclarée inéligible, revendique la victoire et assure qu'Edmundo González a été élu avec plus de 70% des suffrages exprimés. Elle en a appelé aux forces armées qui, selon l'intéressé, a, je cite, le devoir de veiller à ce que la souveraineté populaire exprimée dans le vote soit respectée. Elvis Amoroso, le président du Conseil national électoral, qu'on dit aux mains des chavistes, a signifié que les résultats donnés sur la base de 80% des bulletins dépouillés sont irréversibles. Les débats tournent comme à chaque fois sur la fiabilité du résultat et la transparence quant à la tenue du scrutin, de la gestion des bureaux de vote et d'opposants ayant migré à l'étranger, empêchés de voter.
Pour comprendre un peu mieux le système électoral vénézuélien et les réalités du rapport de force, nous nous sommes entretenus avec Thomas Posado, maître de conférence à l'université de Rouen et spécialiste du Venezuela. 51-44, c'est quand même surprenant parce que l'opposition avait une dynamique de campagne, parce que des résultats montraient qu'elle avait réussi à pénétrer dans les quartiers populaires de Caracas, des résultats locaux. Enfin, c'est pas du tout des résultats nationaux, hein, mais c'est des éléments qui laissaient transparaître le risque que Nicolas Maduro perde le pouvoir. Alors, est-ce que ces résultats sont les résultats réels ou est-ce que Nicolas Maduro, qui nous a habitués à pouvoir faire des petits arrangements avec la réalité, a fait des petits arrangements avec la réalité, ça on verra dans les prochaines semaines. Et c'est pour ça que ce qui est demandé d'avoir des résultats détaillés, c'est en fait le seul élément qui nous permettrait de dire si ces résultats sont avérés ou pas, quoi. Selon les dires du maître de conférence, le Conseil national électoral est effectivement aux mains des maduristes, l'opposition n'y siégeant plus. Y a-t-il une dérive autoritaire sous Nicolas Maduro? Est-ce que l'état de la démocratie est identique à ce qu'elle était sous Hugo Chavez? Comment le meilleur système électoral au monde, selon la fondation Jimmy Carter à l'époque de Chavez, en est-elle arrivée là? Thomas Posado nous explique comment Maduro, à la faveur d'une économie rendue exsangue, a su verrouiller le pouvoir au Venezuela. Sous Chavez, la démocratie était respectée. Alors, il y a toujours des discussions sur tel moment, sur tel financement, etc. Mais Chavez incarnait la volonté majoritaire du peuple, sans discussion possible. Et il a gagné toutes ses élections, à l'exception d'un référendum en 2007, dont il a reconnu la défaite. Il a appliqué certaines dispositions en refaisant un référendum. Bref, mais globalement, il gagnait les élections et tous les résultats, ce que je disais, étaient publiés sur CNE. Il n'y avait pas de problème. Il y a une différence aussi de contexte économique entre Chavez et Maduro. Sous Chavez, il y avait un cours de baril du pétrole qui était à plus de 100 dollars, il y avait une abondance, et de fait, Chavez avait des marges de manœuvre où il redistribuait une partie de l'argent aux plus pauvres, et il avait une vraie popularité. Fait diviser la pauvreté, enfin divisé par 3 l'extrême pauvreté, divisé par 2 la pauvreté. Donc il y avait des vrais résultats, sans forcément s'en prendre aux plus riches, parce qu'il y avait des vraies marges de manœuvre. Sous Maduro, on a le scénario inverse. Le PIB a perdu 80% de sa valeur entre 2014 et 2020 pour des raisons diverses. La monnaie s'est complètement effondrée. On peut revenir dessus si ça vous intéresse. Le prix du baril de pétrole, une raison un peu extérieure au Venezuela, ça a diminué à partir de 2014. Le volume produit par le Venezuela a diminué aussi. Et les sanctions américaines, depuis 2017 et surtout 2019, ont particulièrement réduit les liquidités pour l'État vénézuélien. Donc, dans cette situation de crise économique, oui, le pouvoir devient impopulaire. Et soit il cède le pouvoir, ce qu'il aurait pu faire. Il a perdu des élections législatives en 2015. Il n'a pas laissé l'opposition gouverner. Soit il se maintient au pouvoir par la force. Et à ce moment-là, oui, au prix de manœuvres qui sont autoritaires. L'opposition, qui espérait l'alternance après 25 ans de chavisme, attendra. Le président Maduro reste tout de même fortement critiqué dans le pays. Le problème actuel, c'est la droite néolibérale qui tape à la porte. L'avenir des Vénézuéliens apparaît toujours plus incertain. Au Proche-Orient maintenant, la situation est plus que critique entre Israël et le Hezbollah. Le tir de roquette qui a provoqué samedi la mort de 12 jeunes à Majal, dans le plateau du Golan, territoire historiquement annexé par Israël, risque d'embraser la région. Suite à cette attaque, Israël a menacé de riposter avec force, tandis que l'Iran a mis en garde l'État hébreu, expliquant que toute représaille aurait des conséquences. C'est un changement d'échelle du conflit qui rend plus applicable des plans de frappe qu'Israël soupesait depuis des mois. Israël et les États-Unis sont convaincus de la responsabilité du Hezbollah dans cette attaque. Un sentiment qui n'est pas partagé par le Liban et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Tous deux réclament une enquête indépendante pour déterminer la responsabilité du tir. Enfin, une dernière nouvelle qui nous est tombée il y a peu. 6 tirailleurs africains exécutés en 1944 à Thiaroye, au Sénégal, viennent d'être reconnus morts pour la France à titre posthume. Une nouvelle que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko n'a pas célébrée et a réagi, je cite, « Ce n'est pas à la France de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après qu'ils aient contribué à la sauver ». Pour rappel, au 1er décembre 1944, au camp militaire de Thiaroye, des troupes coloniales et des gendarmes français avaient tiré sur ordre d'officiers de l'armée française sur des tirailleurs rapatriés qui réclamaient leurs arriérés de solde. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Vous le savez, notre candidature à la TNT, portée par une alliance inédite de médias indépendants, mais aussi par 4000 sociétaires de notre coopérative, a été rejetée par l'ARCOM. Et ce, malgré un dossier solide, original et financé.
Alors même que nos médias étouffent sur la domination oppressive de milliardaires, l'Arcom choisit le statu quo. Le groupe Bolloré conserve 6 fréquences sur 15 et bien entendu CNews, la multicondamnée, demeure. L'Arcom préfère aussi offrir un canal au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui s'est enrichi dans le rachat de centrales à charbon hyperpolluantes et qui depuis se construit un empire sur le modèle classique fondé sur l'hyperconcentration médiatique comme avec Marianne, Elle ou Franc-Tireur. Bref, tout change, mais rien ne change. Aucune solution n'est apportée au problème de la concentration, de manque de pluralisme et de diversité des médias TV présents sur ces fréquences qui nous appartiennent à toutes et à tous. Mais le média n'est pas seul. Fort d'une puissance dynamique citoyenne, nous allons tout à la fois renforcer notre projet éditorial et conforter notre modèle, mais aussi engager très vite un recours. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Force à nous et force à vous qui nous regardez, qui nous partagez, qui nous aimez et qui nous financez. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.